Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous allons parler d'un phénomène qui menace l'Algérie et la société algérienne. Un phénomène qui ne cesse de prendre des allures à la fois inquiétantes et dangereuses, la consommation des psychotropes. Les communiqués des services de sécurité, que ce soit de la gendarmerie nationale, de la police judiciaire, voire même de l'armée, sonnent vraiment la sonnette d'alarme sur un phénomène devenu, paraît-il, ingérable. A tout de suite avec nos invités. Les services de sécurité ont saisi 86 kilos de cocaïne et 1 million de comprimés psychotropes, rapporte le site observalgérie.com, aujourd'hui même le 19 août. Lutte contre les stupéfiants entre la saisie, la réponse policière et le défi sanitaire, écrit de son côté le journal public Horizon. Le journal L'Ouatan rapporte de son côté que 730 kilos de cocaïne, 15,65 tonnes de kiff et 25,6 millions de comprimés ont été saisis en 6 mois seulement. Des chiffres qui donnent le vertige. Et la presse nationale n'est pas seule à rapporter ces chiffres. Même la presse française s'y met de son côté. Saroch, Hamra, Madame Courage, ces psychotropes qui menacent l'Algérie, titre de son côté Jeune Afrique le 11 du mois courant. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir ici sur le plateau Djemel Gissoum, pardon. Vous êtes chercheur en sciences sociales. Djemel, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Adel. Merci pour cette invitation tout à fait importante sur un sujet que nous allons évidemment débattre et qui touche au fond sur le fondement même de la société. Et nous allons peut-être analyser quelles sont les causes et ce qui reste à faire. La route est longue. Justement, je savais que vous avez travaillé sur le sujet, c'est pour cela que j'ai choisi de vous inviter ce soir. Et depuis l'Algérie, l'avocat maître Medjid Hachor. Medjid, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. زلت له ونصرت له ونعزل. Merci pour l'invitation. Merci Majid. Jamel Gissoum, plus de 44 millions de comprimés saisis en 2025. Qu'est-ce que ça vous inspire ce chiffre? 44 millions. On ne parle pas de baguettes de pain, on parle de comprimés de psychotropes. Oui, c'est un comprimé par habitant en finalité. Et donc, si vous voulez, les chiffres, évidemment, sont éloquents. Ils sont importants, mais d'un point de vue scientifique, il faut les mettre en perspective aussi avec la réponse de l'État algérien, des pouvoirs publics, sur non seulement la question de la répression, mais aussi et surtout sur la question du risque sanitaire. Ce sont les mots que vous avez utilisés tout à l'heure, et sur l'accompagnement à la conséquence qui est la toxicomanie. Et je pense que, quel que soit le chiffre annoncé en termes de quantité, de poids, c'est important, mais il faut le mettre en perspective avec le risque sanitaire et ce qui est fait par les pouvoirs publics. Et je pense que ce qui est effrayant, de mon point de vue, ça n'est pas tant les chiffres que vous venez de donner, c'est l'absence de réponse institutionnelle sur l'aspect social et médico-social. Ce côté-là est beaucoup plus effrayant qu'autre chose. On va revenir en fait sur la réponse des institutions algériennes face à ce phénomène. Mais j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que c'est l'Algérie seulement qui est, que le trafic de comprimés psychotropes euh, qui est en expansion, ou est-ce que il y a d'autres pays comme l'Algérie? Alors, Le marché est carrément inondé. oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, quand on voit le panorama, tout d'abord, il faut rappeler juste que en 2011, lorsqu'il y a eu la révolution en Syrie, le Captagon est fabriqué en Syrie. Et il est transité par la Turquie, arrivé par la Libye et rentré par l'Algérie. C'est surtout depuis ce qu'on appelle le printemps arabe
que tous ces produits sont arrivés en quantité, particulièrement le Captagon. Mais l'Algérie a une situation particulière par rapport aux autres pays, parce que de mon expérience, je ne connais pas un seul pays, je ne parle même pas du monde arabe et de l'Afrique, mais entre l'Afrique et l'Europe, qui concentre autant de produits différents. Que ce soit, vous l'avez dit, Madame Courage, Sarour, héroïne, cocaïne. Qui pensait il y a 15 ans que l'héroïne, qui est le produit de luxe dans les Et stupéfiants, même la cocaïne. héroïne et cocaïne, ce sont des produits de luxe qui ne sont jamais arrivés en fait en termes de consommation dans les pays arabes et africains. C'est depuis très peu. Donc la question que je me pose compte tenu de... Quand j'étais à Alger, moi Mhm, j'entendais que des ministres sniffaient en fait de la cocaïne, mais mhm. jamais je n'ai entendu de la cocaïne se vendre comme ça Oui, non, il n'y avait dans la pas. rue. Il n'y avait absolument pas. Je vous dis, c'est un produit de luxe qui est inaccessible, même en France. Exactement. C'est vraiment inaccessible. Ce qui me fait dire, et je ne suis pas un complotiste, ce qui me fait dire que voir autant de produits en Algérie, pratiquement en même temps, avec des tarifs rendus accessibles aux même les personnes les plus défavorisées, moi, je ne suis pas complotiste, Mais il mais paraît, je me dis, mais il paraît qu'il y a des contrefaçons dans les produits. oui, alors il y a des contrefaçons, mais arriver, voir tous ces produits d'un trait arriver en un seul bloc en Algérie avec des tarifs accessibles qui n'étaient pas avant, me fait dire que ça n'est pas anodin. Je ne suis pas un complotiste, mais ça n'est pas anodin. Il y a, je pense, ouais, je suis très raisonnable, hein, il y a des organisations étrangères qui sont en train d'inonder le marché en Algérie comme pas possible. Et donc, je vous le dis, l'héroïne, la cocaïne, qui en entendait parler il y a 15 ans? Personne. Que ce soit le Captagon et d'autres, au Captagon, on ne le trouve pas en France, on ne le trouve pas en Europe, on le trouve pratiquement qu'en Algérie et un peu dans les Et quelques l'Algérie pays est arabes. aussi accessible facilement à des réseaux étrangers pour l'inonder de drogue. Oui, c'est-à-dire que derrière cela, il y a une question économique de vendre des produits. C'est un commerce, on va dire. Mais Ouais. il y a une volonté manifeste, de par mon expérience, il y a une volonté manifeste de détruire la jeunesse algérienne. Ça, c'est une chose qui me paraît tout à fait évident. Ça n'est pas possible de voir autant de produits arriver d'un trait. L'Algérie, aujourd'hui, fait comme Richard Nixon, président des États-Unis en 1971. Et en 1971, en décembre, le président américain a pris conscience du problème de la cocaïne et de l'héroïne qui arrivait aux États-Unis comme pas possible. Et il a pris en compte tardivement cette question, ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez l'héroïne, la cocaïne, vous avez le fentanyl. J'espère que ça n'arrivera pas en Algérie, parce que le fentanyl, c'est ce qu'on appelle la drogue des zombies, pour faire Ah très ouais. simple, hein. Et j'espère très sincèrement que ça n'arrivera pas en Algérie, mais je serais étonné que ça n'arrive pas. Et donc, il y a en tout cas une volonté d'organisation ou de pays étrangers de détruire la jeunesse algérienne. Ça, j'en suis absolument certain. Maintenant, si, quand vous le voudrez, on abordera la question de la réponse institutionnelle algérienne à ce phénomène, autant sur la question On va y répressive que arriver. médicale. Merci, Jamel. Majid Hachour, vous êtes avocat, vous côtoyez quotidiennement les trafiquants de drogue, ceux qui rentrent en prison, ceux qui en sortent. Et j'imagine vous avez des clients de ce genre lorsqu'on est avocat. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Terrible, terrible. C'est pas facile d'identifier. C'est euh, c'est un problème multidimensionnel. C'est un problème multidimensionnel. Si maintenant, je reviens au côté juridique et au côté judiciaire, je dirais que oui, la société algérienne, enfin, certaines sociétés, la société qui pratique ce genre de méfaits, a évolué depuis pratiquement 2002-2003. À savoir qu'à partir au début, jusqu'à 2002-2003, il y avait juste comment dire, le hashish. Il y avait la pratique du hashish. Bon, c'était pas à grande échelle.
À partir de 2002-2003, on a assisté à cette, cette intrusion de ces comprimés. Même si comprimés, ça veut pas dire, ils existaient avant. Ces comprimés, c'était surtout l'altane. Ils utilisaient beaucoup plus l'altane. C'était pas à grande échelle, comme on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, de l'altane, on a passé à de multiples psychotropes. Et à partir de 2004-2005, on voit l'introduction, malheureusement, on voit l'introduction de la cocaïne. Au début, d'abord, elle coûtait, bon, vu le niveau de vie ces années, quand même, elle coûtait quand même assez cher. On l'a introduit en Algérie, on l'a vendu à des riches, pratiquement à des riches. On a vu des familles de riches, enfin, des jeunes des familles de riches, ça donnait à ce méfait. Tout à fait. Et puis après, on a eu jusqu'à à partir de 2000, de 2018, 2019, et puis 2020, à partir de 2020, 2021, on a une explosion incroyable. On salue d'ailleurs, en parlant de la lutte contre tous ces méfaits, on salue toutes les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, l'armée, mais c'est pas un problème. Il suffit pas de réprimer. Il suffit pas de réprimer. 44 millions de cachets, de comprimés, 44 millions. Donc, si on a réussi à prendre 44 millions, donc quel en est de chiffres qui en circulation qu'on n'a pas pu stopper, qu'on n'a pas pu arrêter. Donc le problème est très grave. Maintenant, s'il y a, bon, il y a j'ai dit que c'est un problème multidimensionnel, mais dans le fond, il est politique. Dans le fond de tout le problème, il est politique. Peut-être qu'on devrait, je voudrais bien prendre euh, le Comment, point de vue de comment ça, le problème est politique, Majid Khachour? écoutez, pourquoi que ces jeunes-là se réfugient dans ces drogues qui leur fournit un certain monde, qui leur fournit une certaine relaxation, qui leur fournit une certaine euphorie, euh, qui leur fournit une certaine évasion. Les jeunes aujourd'hui s'évadent par le biais de deux choses, les psychotropes Ouais. et Et, ne me dites pas que les psychotropes et la harga, et la ou la harga. harga, Ouais. les psychotropes pour s'évader et la harga pour s'évader. Harga, elle porte plainte. Donc Malheureusement. le problème est dans son fond purement politique. Je dis pas, je dis pas que euh, il suffit de régler cette question pour qu'on arrête ça, mais il y a un problème, un mal-être social. Il y a un mal-être social et comment dirais-je, est dû à un manque de perspective, au manque de, au manque d'occupation. On dit bien que l'oisiveté est mère de toutes les vices. L'oisiveté est mère de toutes les vices. Il y a donc un problème d'intégration et ce problème-là, on, on, on l'augmente, on l'augmente, bien sûr, bien sûr à dessein, bien sûr à dessein. Je dis bien, je salue toutes les forces de l'ordre. Parce que ces forces de l'ordre-là, ils dorment, ils dorment pas pendant 72 heures, juste pour combattre ces problèmes. Mais est-ce que l'appareil répressif suffit à lui-même ou
où la stratégie répressive garantirait l'arrêt de ce gros problème. Bien, parce que c'est un très très gros problème. Un très grand problème. C'est un très gros Merci, problème. merci Majid. Restez avec nous. On va écouter Tebboune parler justement de ces psychotropes, de la lutte contre ce phénomène. إغراق الجزائر بالمخدرات أساسها هذا هو أساسها باش يقضي لك على المستقبل تاعك راهم يدخلوا لنا في السموم ولولا يقظة الجيش الوطني الشعبي ولولا يقظة مصالح الأمن المختلفة لكانت الكارثة السنة هذه 25 مليون قرص مهلوس بغاو يوصلوها لنا حتى الاطفال الصغار ما المخدرات اللي تجينا من الغرب واللي تجينا من هذيك ما نتكلموش عليها اليوم لا كوكايين صبحت تصنع في بعض دول افريقيا وتدخل Djemal Gissoum, les chiffres donnent le vertige. Tout le monde tire la sonnette d'alarme. Les services de sécurité, les associations, les partis politiques, y compris le président de la République qui tire la sonnette d'alarme sur l'inondation de l'Algérie par ce poison. Moi, je suis un citoyen lambda. Je suis en train de regarder cette émission. Je me pose la question suivante. Comment toutes ces drogues ont pu entrer à travers nos frontières? Comment toutes ces drogues sont arrivées à la portée des jeunes de quartier, à la portée de tout le monde, j'allais dire? Alors, tout d'abord, nous avons une frontière, ce qu'on appelle une frontière accidentée. C'est-à-dire que nous n'avons pas des frontières un peu comme type à l'européenne, où c'est plus facilement gérable. Nous avons des espaces rocailleux, le désert sur des milliers de kilomètres, et qui touchent particulièrement non seulement avec le Mali, le Niger, mais surtout la Libye. Et donc, la plupart de ces drogues rentrent par le biais de ces trois pays. Je n'incrimine pas les pays, je dis qu'ils rentrent par ces trois pays. Ensuite, la question de l'héroïne et la cocaïne. Alors, M. Tebboune fait un bon constat, mais maintenant, quelles vont être les propositions qu'il va faire? Parce que c'est bien de faire un constat, mais ensuite, il faut passer aux propositions. L'héroïne et la cocaïne viennent généralement de Colombie. Donc au sud-est, en Amérique latine. Tebboune parle même de pays africains. Est-ce qu'il y a des pays Oui, non. africains qui fabriquent de la cocaïne? Alors, non, il n'y a pas de pays africains non, qui fabriquent de la cocaïne, de l'héroïne. La cocaïne et l'héroïne arrivent par l'Atlantique, en grande partie par le Sénégal. Le Sénégal est une plateforme d'où arrive la plus grande partie des drogues dures, héroïne et cocaïne, venant de Colombie pour inonder le marché africain. Parce que la même route, en fait, Colombie, Sénégal, et vous avez Colombie, Hollande, la Hollande et l'Italie. Vous voyez, pour inonder l'Europe, il passe par la Hollande et il passe par Anvers et il passe par l'Italie. Pour inonder le marché africain, il passe en grande partie par le Sénégal. Ça transite par des pays africains, mais ça n'est pas le lieu de conception. Ensuite, vous avez les psychotropes, eux, arrivent du côté de l'est de l'Algérie, et en l'occurrence par le biais non seulement du Sahel, et d'ailleurs c'est un commerce qui permet aussi d'alimenter le terrorisme dans le Sahel, et ça arrive aussi par Syrie, Turquie, Libye. Libye, ça arrive en avion. Comme ça, c'est tranquille. Donc vous voyez que selon les produits qui sont amenés en Algérie, ils passent par un biais ou par un autre. Mais tous se retrouvent effectivement sur le territoire algérien, avec la volonté, là, M. Tebboune a tout à fait raison, avec la volonté de détruire notre jeunesse. Il y a une volonté manifeste, il n'y a pas que des cartels mexicains, en général, c'est des cartels mexicains qui vendent aux États-Unis dans d'autres pays, et la Colombie qui vend directement au Sénégal. Mais il n'y a pas que l'aspect économique. Là, il y a l'aspect... Lorsqu'on parle de drogue de luxe, est-ce qu'il n'y a Ouais. pas de complicité à l'intérieur de l'État Mhm. ou des institutions de l'État qui facilitent justement l'importation de ces drogues? Je ne peux pas l'affirmer et je ne peux pas l'infirmer. Parce que
Tout est possible. Si vous me dites, si vous me posez la question de la manière suivante, est-ce que c'est possible que je vous dirais que tout est possible. Tout est possible. Mais pour autant, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plausible? Je n'ai pas d'informations pour le dire de manière claire. Je dis simplement qu'il y a différentes portes d'entrée, aussi bien à l'est de l'Algérie qu'à l'ouest de l'Algérie. En l'occurrence, quand je parle de l'ouest, évidemment, le cannabis, le hashish, vient du Maroc, et puis la cocaïne, l'héroïne viennent plus du Sénégal, les psychotropes passent plus par le Mali, le Comment Niger et la peut-on faire Libye. transporter pardon, du hashish du Maroc vers l'Algérie alors que les frontières sont fermées, Oui, oui, mais, un cordon de sécurité, l'armée oui, algérienne mais est là, il y a je ne sais combien de centaines de kilomètres. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a aucune frontière étanche. Si on voit la frontière qui est entre les États-Unis et le Mexique avec des murs de 3, 4, 5 mètres sur toute la frontière et il y a des passages, vous imaginez bien qu'avec toute la technologie qu'ont les États-Unis, ce n'est pas l'Algérie mais avec plus ça de devient 6000 très kilomètres. sensible. Donc il y a une sécurité, j'imagine, renforcée. Il y a forcément une sécurité renforcée, mais tout est perfectible. On ne peut pas, et ça n'est pas possible, que de quadriller. Il y a 6000 kilomètres de frontières autour de l'Algérie, n'est-ce pas? Que ce soit du Maroc jusqu'à la Tout Tunisie. à fait. Il y a 6000 kilomètres. Ça me paraît difficile de pouvoir, je dirais, fermer les verrous sur toutes les frontières. Ça ne me paraît pas possible. Et donc, il y a effectivement le côté répressif des choses, on le voit. Vous avez montré une espèce de revue de presse. Ouais. Il y a cela, mais il y a aussi la réponse en interne. Il ne suffit pas, moi je dis au président de la République, il ne suffit pas de mettre l'armée, la police, la gendarmerie pour Exactement. ça. Mais avant d'arriver à cette question, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les Algériens à consommer les drogues? Il y a deux choses. Il y a l'absence de perspective, comme l'a dit M. Hachour, et il y a aussi la question sociale et économique, à tel point où on voit même des femmes d'un certain âge, j'en ai vu moi-même en Algérie, des femmes d'un certain âge qui se mettent à vendre des psychotropes. Vous voyez. Donc ça devient en quelque sorte un revenu de substitution. Et donc il y a cette question euh, d'absence de perspective pour les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, et la question sociale et économique. Et viennent se greffer à cela à une question médicale et sociale qui, là, pour le coup, attend une réponse d'Alger. Merci. Majid Hachor, quel est le profil en fait de ces trafiquants de drogue, de ces consommateurs? Je sais que même les consommateurs aujourd'hui en Algérie sont passibles de présents et j'imagine qu'ils viennent vous voir dans votre cabinet. Quel est le profil des trafiquants aujourd'hui? Juste un commentaire par rapport à votre question d'avant. Vous savez, la question de fond posée par rapport à cette explosion de la vente de drogue, toutes ces fois, c'est comment est-on passé d'un pays de transit à un pays consommateur? سؤال مطروح. Pourquoi que c'est vrai que vers 2010, 2019, on avait arrêté une certaine quantité au port d'Oran par dénonciation de l'Espagne et tout. Bon, on se disait que c'est peut-être que c'était un cas isolé. Mais à partir de 2021, à partir de 2021, voyez la presse, voyez les communiqués de presse, voyez tout ce qui s'est passé, voyez les quantités de cocaïne et des psychotropes qui ont été arrêtés. Donc, le problème il y a un problème. Il y a un manque de perspective, ok. Il y a la paupérisation. Regardez bien, suivez-moi bien. Euh, manque de perspective. Paupérisation. الناس ما عادش عندهم دراهم. Euh, manque- les gens se réfugient dans le truc, c'est pour rêver, c'est pour s'évader. Et tout ça.
et tout ça. Les perspectives, c'est pas à moi ou à vous de les fournir. Le problème de paupérisation, de l'intégration des jeunes, ce n'est ni à vous ni à moi de le régler. Le problème d'offrir des rêves aux jeunes, de les laisser rêver, de les laisser exprimer, de les laisser vivre dans un climat sain où il n'y a pas anxiété, où il n'y a pas de peur. Pourquoi ces gens ont peur? Pourquoi ces gens sont anxieux? C'est ni de votre faute ni de la nôtre. C'est parce que il y a une certaine dynamique née d'après 2021 qui était déjà évidente, mis à part la parenthèse 2019-2021, où les jeunes ne se retrouvaient plus dans ce pays, où les jeunes ne se retrouvaient plus dans cette société. Ouais, ouais. Donc tout ça, il va régler ce problème. C'est à l'instance qui nous gouverne. Et si l'on s'adresse à l'instance qui nous gouverne, ça veut dire que le problème est politique qui va fournir. Ils vous disent que maintenant on peut critiquer, mais il faut donner des solutions. Moi, j'ai des solutions. Votre Majid Hachour, on ne vous entend pas. Allô? Allô, en attendant de rétablir en fait la communication avec Majid Hachour, Jamel Gissoum, selon la presse algérienne, l'État engage le faire. C'est pour décrire à peu près la stratégie sécuritaire contre les trafiquants de drogue. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut prévenir contre la consommation des psychotropes en Algérie? C'est une manière parmi deux ou trois. Et n'agir que sur le côté répressif et sécuritaire, si ce n'est agir que sur ce volet-là, en d'autres termes, ça veut dire qu'on demande à un homme de courir qu'avec une seule jambe. Et donc, ça n'a stricto sensu absolument aucun sens. Le côté répressif, il est nécessaire, mais le côté traitement aussi. Donc, en finalité, si agir par le faire, c'est uniquement d'arrêter les personnes qui font du deal de stupéfiants et de montrer ça à la presse, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, il faut arriver à une proposition qui agisse autant sur le côté répressif qui est nécessaire, mettre les moyens, mais aussi mettre les moyens sur un côté social et médico-social d'accompagnement des toxicomanes. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle un CSST, un centre de soins et de santé pour toxicomanes, il y a à peu près 22 ans, au sein d'une association qui s'appelait la Fratrie à Nanterre. Je crois qu'elle existe encore. Et donc la lutte contre les psychotropes, ce n'est pas l'exclusivité de la police, non, de la gendarmerie, absolument etc. pas. Le plus important, c'est d'aseptiser les nouveaux clients qui vont forcément arriver Ouais. et à leur permettre de ne pas tomber dans cela. C'est ça le plus important. Il y aura des générations perdues. Que l'on soit clair, dans tous les pays du monde, que ce soit aux États-Unis, que je connais bien, que ce soit En France, déjà que ce soit en Allemagne, en Italie, il y aura des générations perdues. Pourquoi? Parce qu'il y a des générations que l'Algérie, de manière objective, pas idéologique, n'a absolument rien fait sur cela. Et donc, on est sur un plan répressif et médiatique. On arrête, on montre. Comme ce que vous avez montré. On arrête, on montre. Mais ça tout seul, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à proposer, et je l'ai fait, au président de la République, un plan national de protection de l'enfance? Parce qu'il faut travailler à moyen et à long terme sur les 10 ans qui arrivent et les 40 ou 50 ans qui arrivent. Si j'ai fait cette proposition de plan national de protection de l'enfance, je n'ai pas eu de retour. Et elle est où la proposition? Vous l'avez transmise au président de la République? Bien sûr, je l'ai transmise au président de la République avec des choses hyper carrées, professionnelles bien évidemment, et qui va agir sur plusieurs champs. Ça va agir sur la question de la toxicomanie, ouvrir des CSST,
des centres de soins et de santé pour toxicomanes composés d'une équipe, ce qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire avec des médecins, des infirmiers, des éducatrices spécialisées je l'ai noté, comme ça au moins je ne vais pas me tromper, médecins, psychiatres et psychologues. Et l'expérience que moi j'ai eue dans la CSST, c'est que c'était avec un lieu d'hébergement, on n'est pas obligé, on peut le faire ce qu'on appelle des accueils de jour. Et dans cela, il y avait un suivi de chaque toxicomane. Et il passait par le médecin, le psychiatre, l'éducatrice Mais spécialisée. là c'est déjà trop tard, c'est-à-dire on a Non, des mais toxicomanes. justement, il y a deux manières de répondre. On ne va pas dire que c'est trop tard, on va essayer de garder la Ce qu'il y a à volonté, oui, oui. sauver ce qu'il y a à sauver, mais sauver surtout les générations à venir. Et donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle des substitutifs de la drogue. Il y en a deux en principal. Il y a la méthadone. Les pastilles, là, Non, c'est des comprimés et des sirops. Il y a la méthadone et il y a ce que l'on appelle le Subutex. Ces deux médicaments, si on arrive à créer, si le président de la République entend aussi, il faut qu'il entende, on arrive à créer des CSST dans l'ensemble du territoire algérien, les Ils personnes... existent déjà, non? Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. J'ai déjà entendu Pas parler pas de sous cette toxicomanes forme-là. qui ont été dans des hôpitaux pour... Oui, des hôpitaux. Je parle de CSST, c'est-à-dire hyper local. Vous voyez, il n'y a pas que les hôpitaux. Les personnes toxicomanes n'auront pas forcément envie d'aller dans des hôpitaux et être vues, n'est-ce pas? Donc il y a aussi ce côté-là. Et donc, donner, par exemple, ces substitutifs de drogue, et les gens, quand je donnais ces substitutifs à des toxicomanes, ils étaient obligés de le prendre et de le boire devant moi. Vous voyez? Mais il y avait un suivi médical, psychologique, psychiatrique aussi. Il y en a beaucoup qui tombaient dans la psychiatrie. Encore plus, je pense, en Algérie, avec tout ce qui est captagon, tout ce qui est psychotrope. Je pense que la situation est bien pire en Algérie que partout dans le monde. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas l'existence de ces centres en Algérie? Non, des Aucun. centres de soins et de santé pour toxicomanes qui ne soient pas dans des hôpitaux. Je précise bien, qui ne soient pas dans des hôpitaux, les toxicomanes n'iront pas aux hôpitaux. Donc, il faut savoir aller de l'avant et proposer un service de proximité. Et donc, une équipe pluridisciplinaire pour un centre de soins et de santé pour toxicomanes va non seulement faciliter, mais à côté de cela, il faut mettre un suivi social. Vous savez qu'il y a un suivi... D'accord, mais avant ça, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire justement pour arrêter la consommation des psychotropes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes pour qu'ils ne Il faut tombent les pas éduquer. justement? Il faut les éduquer. Ce plan national de la protection de l'enfance, il couvre toutes les institutions. Il couvre l'éducation nationale, il couvre ce que vous appelez, moi je refuse ce terme, d'orphelinat. Ça recouvre l'ensemble des institutions qui s'occupent de jeunes, le milieu associatif, et les sensibiliser dès l'âge de 7-8 ans sur les risques, ce qu'on appelle les conduites à risque. Il y a des conduites à risque qui amènent vers l'alcool, qui amènent vers la drogue, qui amènent vers d'autres phénomènes. Et donc, si, dans le cadre de ce plan national de la protection de l'enfance, en plus je le propose gratuitement, je donne 5 ans de ma vie pour notre jeunesse, pas pour le président, pour notre jeunesse. D'accord, mais il y a peut-être en ce moment des gens qui nous regardent et qui vont se dire, mais le monsieur est en train de dire finalement n'importe quoi. Le problème n'est pas dans des centres de soins Ouais. ou Et les où autres. alors? Le problème, c'est un manque de perspective, le chômage, Mais le c'est la suivi- misère. Non, mais attendez. euh, C'est justement ce que je disais, vous m'avez coupé. Il y a ce qu'on appelle un suivi social et un suivi médical. D'accord? Il y a 50 ans en France, 50 ans, un peu plus de 50 ans, c'était ou suivi social ou suivi médical. Dans le cadre de ce plan national de protection de l'enfance, et particulièrement dans le milieu de la toxicomanie, il y aura ce qu'on appelle un suivi socio-médical, les deux. Donc l'absence de perspective, mettre en place des projets de formation, d'emploi, il est inclus dans ce projet. Donc il n'y a pas que le côté on va les sensibiliser ou autre, il y a le côté du suivi social. Par exemple, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce PNPE? Il s'adresse à 5 catégories de personnes. Il s'adresse aux toxicomanes, à la prévention de la délinquance, je lis, à la violence en milieu scolaire qui n'a jamais été traitée, l'abandon d'enfants, vous parlez d'orphelinat, c'est plutôt ce côté-là, et les phénomènes de gang. Le plan national de protection de l'enfance couvre toutes ces parties.
de 0 à 25-30 ans. Et déjà, mettre ceci en place pour les quelques générations à venir, ça demandera du temps. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne la toxicomanie, je pense que si on met autant d'argent à Rajbilet, je pense qu'un plan national de la protection de l'enfance est bien plus important que Rajbilet et son acier. Créer des centres de soins et de santé pour toxicomanes dans chaque espace géographique de l'Algérie, ça revient un peu à créer un dispensaire, mais de manière professionnelle. C'est-à-dire que ça ne s'invente pas. Des psychologues, des psychiatres, des éducateurs, éducatrices spécialisées, travailleurs sociaux qui se rendent sur le lieu où vit le toxicomane. Attention, il y a un lien. Et infirmiers, etc., aura la latitude pour prévenir et guérir un peu ce qu'on pourra faire pour ceux qui sont toxicomanes depuis des années. Pour ce qui concerne les plus jeunes, il faut aussi des journées de sensibilisation dans les écoles, dans les associations, dans les centres sportifs, donc le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc, il y a tout ce travail à faire. Je vous le dis, ce travail, dans aucun pays arabe, dans aucun pays africain, ça n'est fait. Si M. Tebboune, Vous l'avez proposé quand, hein, Tebboune? je l'ai proposé il y a à peu près entre 6 et 10 jours, à peu près. Entre 6 et 10 jours, avec un plan très très organisé, composé de professionnels. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas en Algérie. Par quelle voie vous l'avez transmis? Je l'ai transmis par les réseaux sociaux, et je sais qu'ils me suivent à la présidence, pour tout d'ailleurs, hein, pour le bon comme pour le mauvais. Mais je l'ai proposé par ce biais, je l'ai proposé aussi par le biais de l'ambassade d'Algérie. D'accord. Hein. Non, il y a un caractère officiel. Hein. Oui, oui. Et donc, j'attends un retour. Et je peux vous assurer qu'aucun pays arabe et africain, même Amérique latine, que je connais un petit peu, pas beaucoup, il n'y a aucun de ces pays qui ne propose cela. Je le dis au président de la République. Vous pensez que ça sera pris au sérieux ou ça sera pris comme une offre de service de Jamal Ghassoum? Mon propos est clair. Je propose un projet de 200, je crois 14, je ne sais plus, 214 pages, qui parle de tous ces phénomènes. Est-ce qu'il est chiffré? Non, il n'est pas chiffré. Financièrement, non, il n'est pas chiffré. Ce sont des choses qui sont à faire à Alger avec l'ensemble des responsables, parce que vous savez que c'est un projet tellement énorme, qu'il n'y a pas un ministère qui ne sera pas concerné par cela. Maintenant, comme l'a dit M. Hachour, alors je suis très peu d'accord avec lui, soyons clairs, mais pour une fois qu'il a raison, c'est une question de volonté politique. Tout à fait. C'est une question de volonté politique. Majid Hachour, je reviens vers vous. Vous avez certainement entendu les propositions de Jamal Ghassoum transmises au chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune. Est-ce que, selon vous, sont les meilleures, sont suffisantes à même d'éradiquer ce phénomène dans notre pays? Non, c'est ambitieux. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Mais moi, je dis, sans liberté, ça veut dire sans liberté d'expression, sans liberté de se réunir, sans liberté de se manifester, sans liberté d'organiser. On a parlé des campagnes de sensibilisation. Ah, je suis d'accord. Moi, j'étais dans une association, en étant jeune, dans une association qui combattait ces fléaux. Il On s'appelle a comment? organisé, Il s'appelle on a comment cette organisé association? SOS, SOS, j'ai oublié le nom. Ça, c'est quand on parle SOS, SOS drogue ou quelque chose comme ça. C'était à Tizi Ouzou. D'accord. J'étais dans une association dans mon village et Machamar. On a fait plein de campagnes de sensibilisation. Sensibilisation, oui. Mais à l'époque, on pouvait faire ces réunions, on pouvait organiser ces manifestations. Mais aujourd'hui, quand pour une simple association, ils vous trouvent que vous avez participé à Hirak, ils interdisent votre association. Quand il y a plein d'associations qui ont été dissoutes. On a dissous, on a dissous une association essentielle à Alger, RAJ, Action Jeunesse. Il fallait voir le poids de cette association. SOS Bebloued aussi. SOS Bebloued surtout, qui travaille sur ce phénomène, tout à fait. On a dissous. Donc c'est pour cela que je dis que toute initiative pour combattre ce fléau, elle est plus que souhaitable. Mais
au vu de la situation actuelle, de la fermeture actuelle, de la, de la tyrannie actuelle, on ne peut pas libérer les initiatives, on on peut pas garantir la liberté de manifestation. Comment que voulez-vous qu'on fasse quoi que ce soit? On a parlé des centres de désintoxication. Il est vraiment malheureux que j'avais dit que nous sommes, c'est comme si le gouvernement réagisse, réagisse au lieu de, comment dire, au lieu de prévoir. On dit bien que c'est prévoir. كي لحقت لنا كي لحقت النار رانا نحوسوا على الماء باش نطفوها. Mais désolé, il fallait voir ces problèmes bien avant 2021. Moi, je dis bien que à partir de 2021, il y a vraiment une explosion. À partir de 2021, il y a une explosion. Pourquoi, comment, etc. Un jour, on pourra, quand on libérera la parole, on pourra en parler en plus analytique, en plus profond, etc. Mais je dis cela. Donc moi, je suis pas, si une initiative pour la construction d'un centre de désintoxication par exemple, je serais peut-être parmi les premiers à participer. Mais le problème n'est pas là. Le problème, comment que c'est aujourd'hui qu'on pense à. J'ai entendu, je ne sais pas ce qu'il y a des centres de désintoxication ailleurs, mais le seul que je connais, c'est Ablida. Il fait de son mieux. Je sais, parce que j'ai traité des pareilles affaires, etc. Wallah, on les salue. D'ailleurs, on les salue de cette tribune. Ils font, Wallah, qu'ils font de leur mieux. Les forces de sécurité, elles font de leur mieux. Imaginez qu'un policier qui abonde dans son foyer pendant 72 heures, un gendarme, un militaire, etc. Mais le problème, c'est que, je vous donne un exemple. On parlait à partir de 80, 2000, non, 2003, ouais, 2003, 2005. On parlait des gens qui rentraient par le sud, du Niger, du Mali. On a vu la population nigériane et malienne rentrer au sud. On emprisonnait, on jugeait ceux qui rentraient d'une manière irrégulière, mais on oubliait ceux qui les faisaient rentrer. Ça veut dire que là, on s'attaque au petit gibier. C'est vrai qu'il y a les comprimés sont par des milliers, des millions. La cocaïne, elle est par là, mais maintenant, elle s'est transformée en millions de quintaux. Mais la vraie question, c'est vrai que nous avons, comment dire, une superficie accidentée, etc. Mais pourquoi qu'avant ça ne rentrait pas? J'ai la question à se poser, pourquoi que les pays de transit sont devenus de pays consommateurs? Toute initiative est bonne. Marhaba. On veut écouter tout le monde, on peut les conseiller, mais il y a un environnement. Il y a un environnement fermé, il y a un de fermeture, il y a un environnement qui bloque les initiatives. Quand on dit que vous avez parlé des volontés politiques. Oui, la solution politique aussi, elle est essentiellement de la volonté politique. Est-ce qu'on veut vraiment régler, apporter des solutions? Merci, merci c'était- Majid Hachour. Est-ce qu'on veut vraiment régler, régler le problème et apporter des solutions? Je pense que Tboun a reçu votre proposition et il vient de vous répondre à travers l'UNTV. On va l'écouter.
في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أوت الجاري عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب، سلم الإرهابي راب المدعو أبو عمر نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، فيما أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة الجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 49 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و4 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. D'accord, je comprends que les services de sécurité algériens sont à pied d'œuvre. Arrestation, interrogatoire, jette en prison. Arrestation, interrogatoire, jette en prison. Le procès, on connaît tous l'arsenal juridique algérien, c'est parmi les plus sévères. Mais et après, est-ce que ça éradique le phénomène? Non, pas du tout, ça ne va pas éradiquer le phénomène. Je veux dire que le phénomène s'est installé depuis quand même pas mal d'années en Algérie et qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse adéquate et mesurée sur quelles sont les conséquences de la toxicomanie dans tous les pays du monde, mais particulièrement en Algérie. Et de ce point de vue, je ne sais pas comment l'Algérie va réussir à surmonter ce phénomène en n'apportant aucune autre réponse que sécuritaire. Et je pense que si l'Algérie politique, je parle de l'Algérie politique, se contente de cette réponse qui est facilement démontrable, donc vous voyez un peu les images, où on arrête des gens, ils sont toujours filmés de dos, avec de la drogue derrière eux, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut arrêter le client. Le client, c'est le consommateur. Comment on l'arrête, le client? On l'arrête en le suivant socialement, en le suivant par des campagnes de médicalement. sensibilisation. Moi, j'ai Bien fait une sûr. petite, avant de vous laisser reprendre, j'ai fait une petite recherche pour voir ce qui a été fait en termes de campagnes de sensibilisation, de désintoxication, de projets concrets pour les jeunes afin qu'ils ne vont pas dans ce chemin, afin qu'ils ne vont pas dans ce marché de poison. Il n'y a rien du tout. À chaque fois, c'est la solution sécuritaire qui est imposée, qui est proposée, qui est mise en application. On voit des arrestations qui ne répondent à aucune logique. Il y a la présomption d'innocence qui est carrément bafouée. Il y a en tout cas, il n'y a pas ce que vous venez de raconter ou la proposition que vous venez de faire au chef de l'État. À chaque fois, c'est la solution sécuritaire. Soit c'est l'armée dans les frontières qui fait le travail, soit c'est la police, la brigade de recherche et d'intervention, le BRI, qui vont dans des quartiers populaires et qui menottent les trafiquants et qui les jettent en prison. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un peu le nœud gordien. C'est le nœud auquel tout se greffe et qui ne produit aucune solution. La plupart, ou en tout cas une très grande partie des usagers, on va les appeler comme cela, les usagers en Algérie, n'ont aucune réponse sociale et médicale devant eux. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour savoir que de ce point de vue, et de manière professionnelle, j'insiste bien sur le caractère professionnel et je vais vous préciser pourquoi. C'est que en termes de formation en Algérie, il n'existe aucun travailleur social. Rien. Rien. Ni sur la spécialité de la prévention de la délinquance, je dis bien de personnes formées et diplômées. Il n'y a pas ni mais sur après, la c'est le toxicomanie. désert, c'est la dissolution des associations. Oui, non, mais justement, ça, je veux venir sur la question de l'association. Je ne voudrais pas être insultant, mais j'ai quelque chose à dire par rapport aux associations bénévoles. Sur la question de la toxicomanie,
aucun travailleur social formé, diplômé. Sur la question de la délinquance, aucun. Sur la question de la protection de l'enfance, dans ce que vous appelez vous, ce que j'appelle pas moi, les orphelinats, il n'y a aucun professionnel. Il n'existe pas de diplôme. On ne va pas aller plus loin. Donc, ce n'est pas difficile de savoir que rien n'est fait sur le terrain. En ce qui concerne les associations, moi, je ne leur tire pas dessus, d'accord. Je ne suis pas vindicatif à leur égard, mais j'en ai visité, particulièrement une à Didouche-Mourad, entre la Grande Poste et le Sacré-Cœur. J'ai été et j'ai observé. Aucun n'était formé. Ouais. Et donc, aucun n'était formé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur professionnel. C'est-à-dire que si les autorités n'ont pas formé des gens et ne les ont pas diplômés, ça veut dire qu'ils ne pensent même pas à ce phénomène-là, alors qu'il est en train de grossir. Vous arrêtez une personne qui ramène 10 kilos de cocaïne. Mais il y en a 2 ou 3 qui vont venir derrière et qui vont alimenter 200, 300 000 usagers de drogue en plus. Et donc, c'est un système, que, moi, je le dis au président de la République, qu'aujourd'hui, en 2026, il n'y a pas un pays, dans un pays moderne, je dirais, un pays, allez, civilisé, hein, qui n'attaque pas ce problème. Si on suit votre logique, Oui. votre cheminement dans les idées, c'est tout un système qu'il faut réformer. C'est un changement radical. C'est une création. C'est même pas un changement. C'est un changement radical des institutions qu'il faut Non. entreprendre. En fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que si on devait changer, ça veut dire qu'il y aura un existant. Mais il n'y a pas d'existant. Donc il faut créer. Il faut créer. Donc parfois, vous savez, dans une maison, il est parfois plus difficile de la démolir et de reconstruire une maison que construire à partir de l'existant. Ben, en Algérie, on est tranquille. Il n'y a rien d'existant en la matière. Alors peut-être que les travailleurs sociaux vont s'arracher les cheveux en m'entendant, mais c'est une réalité. Moi, je suis un professionnel. Donc les psychotropes est un phénomène aujourd'hui qui met à nu l'État algérien. Pas seulement les psychotropes, enfin, toute forme de drogue. Mais c'est un phénomène qu'on oui. est en train d'analyser Oui. et qu'on découvre finalement, il faut un changement radical. Il faut un changement radical. Moi, ce qui m'a fait prendre conscience, vous savez pourquoi est-ce que je propose le plan national de protection de l'enfance aux autorités algériennes? J'ai eu une prise de conscience il n'y a même pas 15-20 jours lors de l'incendie de l'orphelinat. Ouais. C'est là où j'ai pris la conscience. Je savais que c'était pas Il y a aussi la banalisation de la vie humaine en Algérie. Oui, moi c'est quand j'ai vu cela que j'ai vu les barreaux et je me suis dit, là, c'est plus possible. Donc, je propose 38 années d'expertise sur le terrain. 38 années, ça n'est pas 5 ou 10 ans. Je le propose bénévolement. Je ne suis pas Tebboune, moi. Hein. Non, mais mais je propose aux autorités compétentes algériennes 38 années d'expertise gratuitement, à eux de savoir et de prendre leurs responsabilités. Merci Djemal Ghssoum, merci pour ces belles analyses. Merci à l'avocat maître Majid Hachour. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Merci encore.